Il y a actuellement plus de 25 000 crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Ça fait beaucoup de tokens à analyser et environ 99% d'entre eux sont des énormes shitcoins qui iront à zéro. Le problème, c'est que parmi tous ces projets, il y en a quelques-uns qui sont pour l'instant sous les radars, qui pourraient très largement émerger et faire des belles performances. Mais le problème, c'est comment on trouve les 10 crypto-pépites parmi les 25 000 cryptos qui existent. Est-ce qu'on les analyse toutes une par une? Bah non, parce que ça serait impossible. Du coup, comment on fait? Une stratégie que je suis en train d'élaborer de plus en plus, c'est ce que j'ai appelé la méthode de l'aigle. Alors, c'est une métaphore assez douteuse, donc préparez-vous. Un aigle, quand il chasse, il se met au-dessus d'une zone et il commence à tourner pendant des heures pour enfin trouver une proie qu'il va pouvoir attaquer. Sauf que l'aigle, cette zone, il la choisit pas par hasard. Il connaît les meilleurs endroits qui ont le plus de proies et il sait s'adapter suivant les saisons ou si des nouvelles caractéristiques sont à prendre en compte. Il va pas passer ses journées à tourner autour d'une zone désertique ou glacée par exemple. Et ben, c'est une stratégie qu'on peut adopter dans les cryptos en essayant non pas d'analyser toutes les crypto-monnaies, mais de sélectionner les zones ou plutôt ce qu'on appelle les narratifs. Un narratif, c'est un paradigme d'amélioration d'un secteur précis à un moment donné qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourrait voir le jour dans les prochains mois ou les prochaines années. Pour chercher un narratif, globalement, c'est simple. Enfin non, c'est pas si simple au final. On cherche les besoins, s'ils sont suffisamment nombreux, et on analyse les solutions en développement si elles apportent suffisamment de valeur. Et pour vous éviter des heures de recherche, vu que je suis un mec sympa, je vous ai réuni tous les gros narratifs que je trouve les plus intéressants actuellement dans cette grosse vidéo. Ça prend pas mal de temps, donc si on échange, vous pouvez juste vous abonner, ça vous prend pas beaucoup de temps à vous, ça me ferait très plaisir. C'est parti pour les narratifs les plus intéressants de 2023 dans le monde des crypto-monnaies. Alors, attention, cette vidéo parle autant des narratifs d'un point de vue tech que d'un point de vue spéculation. Et il faut vraiment faire la distinction entre les deux, même si ça peut parfois être assez relié. On va commencer ce top 5 par un narratif qui va pas stimuler les gros hustlers de pépites parmi vous. C'était la grosse attraction de ce dernier mois, Bitcoin et les inscriptions Ordinals. Ordinals, c'est une méthode qui a été développée pour créer des NFT sur Bitcoin. Oui, des NFT, c'est notamment beaucoup des JPEG de singes, mais c'est surtout des données, des datas qui vont être stockées grâce à Ordinals aussi longtemps que Bitcoin vivra, directement dans les blocs de la chaîne. La hype a commencé autour de début janvier quand le créateur Kasey Rodarmor a annoncé que les inscriptions sur Bitcoin étaient enfin disponibles. Pour remettre un peu de contexte, depuis les deux mises à jour Segwit en 2017 et Taproot en 2020 sur Bitcoin, on a plus d'espace disponible dans les blocs. Et c'est grâce à cet espace bonus que Ordinals peut graver des données supplémentaires dans des blocs. Des données, ça veut dire quoi, concrètement? Des JPEG, des documents importants, des scripts, des musiques, des vidéos, etc. Et là, du coup, ça réouvre un débat vieux comme le monde autour de Bitcoin. Est-ce que Bitcoin est un simple moyen de transfert de valeur ou est-ce qu'on peut déployer des NFT dessus? La réponse, c'est que, en soi, vu que Bitcoin n'appartient à personne, c'est l'usage qui tranchera. Le problème, c'est qu'il faut pas que ce tsunami de spéculation ne viennent impacter le bon fonctionnement du protocole et que le réseau devienne saturé par plein de trucs inutiles. On va continuer à observer ce qui se passe, mais pour ceux qui disaient qu'il n'y avait pas d'innovation sur Bitcoin, le vieux dinosaure a repris vie d'un seul coup. Après les Ordinals, il y a eu une cascade d'innovation qui s'est déclenchée sur Bitcoin, et de spéculation aussi. Il y a eu plein de nouvelles crypto-monnaies, des altcoins ou plutôt des énormes shitcoins, mais ancrées dans l'espace de blocs du réseau Bitcoin. Les fameux tokens BRC20 qui reproduisent le standard ERC20 d'Ethereum, mais sur la blockchain Bitcoin. Et bien les BRC20 sont des inscriptions Ordinals. Il y a déjà plus de 30 600 tokens BRC20. Pour info, il y a 25 000 cryptos sur CoinMarketCap. Beaucoup de bruit pour en soi peu d'innovation. En fait, c'est intéressant parce qu'on assiste à un renouveau autour de Bitcoin. Mais changement n'est pas toujours synonyme de progrès. Et pour être honnête, j'étais en pleine période d'examen pendant la hype BRC20, donc c'est pas un truc que j'ai suivi à fond, mais je pense quand même que c'était important d'en parler dans cette vidéo sur les narratifs. On passe au deuxième narratif. L'un des autres narratifs très attendus dans le monde de la tech et surtout autour d'Ethereum, c'est ce qu'on appelle les ZK-EVM. ZK, c'est le diminutif de Zero Knowledge, une technologie de validation d'une info sans devoir donner toutes les autres informations, CF, ces vidéos qui s'affichent. Et EVM, c'est le diminutif de Ethereum Virtual Machine, qui est en quelque sorte le moteur de la blockchain Ethereum. Et ZK-EVM, c'est le fait d'implémenter la technologie Zero Knowledge dans ce moteur. Sauf que c'est pas si simple. Ethereum et son langage de programmation, le Solidity, n'ont pas du tout été créés pour accueillir la technologie du Zero Knowledge. Ce qui veut dire que c'est extrêmement dur d'intégrer cette technologie. C'est comme si vous vouliez mettre un des compresseurs de Formule 1 dans une voiture normale.
c'est pas du tout fait pour à la base. En gros, les ZK-EVM, c'est comme des roll-up, les layers d'Ethereum, mais ils aimeraient pouvoir être intégrables dans l'EVM, qui est vraiment le cœur du réseau. Il y a de plus en plus de ZK-EVM différents, et chacun a son petit charme en termes d'architecture, de gestion de la sécurité et de compatibilité avec le réseau. À savoir que tous ces projets utilisent la technologie des Zero Knowledge Proof, en particulier un type de preuve qu'on appelle les ZK-SNARK. CF, la traduction ici, j'ai un peu la flemme de le dire. Mais en soi, on peut se demander pourquoi c'est important d'avoir un système qui soit compatible avec l'EVM. En fait, l'EVM, je sais que pour beaucoup de gens, c'est hyper abstrait, on est d'accord. Imaginez qu'au lieu de parler d'EVM, de l'Ethereum Virtual Machine, on parle de Android. Android, c'est le système d'exploitation qui fait fonctionner nos téléphones. Mais si on réfléchit, pourquoi, en soi, c'est possible de télécharger la même application sur un Samsung que sur un Nokia ou sur un Huawei? Pourtant, ils sont pas créés avec les mêmes composants, pas par les mêmes fabricants, ni de la même façon. Et ben c'est parce qu'ils sont créés sous le même système, sous la même machine virtuelle, Android. Et les applications sont créées non pas pour être compatibles à une marque ou à une autre, mais à cette machine virtuelle. Du coup, si on imagine qu'on a créé les ZK Android, qui est une tech qui permet de lancer des applications sur Android beaucoup plus vite et de mieux les faire tourner, et ben elles vont être compatibles avec des centaines d'applications sur plein de jeux différents. Et ben c'est pareil avec les ZK EVM qui pourraient fonctionner sur toutes les blockchains qui sont compatibles avec le système d'exploitation, l'Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire toutes celles-là. Ça fait beaucoup. Et du coup, au lieu d'avoir un layer 2 pour chaque blockchain, pour Solana, pour Ethereum, pour toutes les blockchains compatibles EVM, on peut avoir des ZK EVM qui fonctionnent avec toutes celles qui sont compatibles. Les autres blockchains, plus petites, pourront bénéficier de la sécurité d'Ethereum. On pourrait aussi imaginer une sorte de Zero Knowledge Proof as a Service avec des entreprises qui pourraient fournir cette technologie Zero Knowledge à ceux qui en ont besoin. Et ça serait fou. Si vous traînez un petit peu autour d'Ethereum, vous avez sûrement déjà entendu la notion d'account abstraction. En gros, c'est comme si on donnait à chaque utilisateur d'Ethereum une boîte à outils personnalisable pour gérer son compte. Pour faire simple, sur Ethereum, on a deux types de comptes. Les External Owned Accounts, EOA, qui sont comme nos portefeuilles à nous les utilisateurs, et il y a ce qu'on appelle les Contract Accounts, CA, qui sont gérés par des smart contracts. Et pour faire fonctionner tout ça, il y a une grosse machine derrière, la fameuse Ethereum Virtual Machine. Il faut vraiment essayer de voir l'EVM comme une super secrétaire qui s'occupe de tout pour nous. Elle vérifie que tout est en ordre, que les transactions sont valides, que tout le monde est bien qui il prétend être, etc. Forcément, pour faire ça, elle se base sur un système de clés privées et de clés publiques, un petit peu comme une carte d'identité ultra sécurisée. C'est très cool, merci l'EVM. Sauf que, forcément, ça a ses limites. L'EVM fonctionne en utilisant nos clés publiques et nos clés privées. Mais du coup, si on perd cette clé, bah c'est comme si on perdait son mot de passe de compte en banque et que la banque nous disait ah bah non monsieur, c'est pas possible, on peut plus rien faire, nous, vous avez perdu votre mot de passe, c'est fini. C'est actuellement, je pense, l'un des plus gros freins à l'industrie. On peut absolument pas imaginer que le fait de perdre son mot de passe ou sa clé privée soit définitif et qu'on ne puisse plus jamais récupérer son compte. Et c'est là que l'account abstraction, c'est cool. Avec l'account abstraction, il n'y aura plus aucun EOA, donc plus aucun compte externe. On passe tout en smart contract. C'est comme si, au lieu d'avoir un porte-monnaie, on avait une petite banque personnalisée. On peut changer notre clé de sécurité tous les 2 jours si on veut, mettre en place un système de gardiens qui doivent approuver les transactions, récupérer l'accès à notre compte en cas de perte, payer les frais de gaz dans n'importe quel token. Bref, on peut faire ce qu'on veut en soi. C'est comme si on avait son propre coffre-fort sur mesure. Et ce qui est encore plus cool, c'est que des roll-ups comme Starknet et ZK-Sync l'ont déjà implémenté nativement. On va pouvoir gérer notre compte Ethereum avec une sécurité et une flexibilité qu'on n'a encore jamais vues, et ça va vraiment améliorer de fou l'expérience utilisateur. C'est un petit peu en dehors de la spéculation, donc forcément beaucoup de gens s'en foutent, mais je pense qu'on peut presque utiliser le mot interdit, une révolution. Avec tout ce qu'il s'est passé en 2022, j'ai l'impression qu'on commence doucement à assister à une véritable prise de conscience sur la gestion de la vie privée. Les gens commencent à réaliser qu'ils ont besoin de plus de contrôle sur leurs données, surtout quand ça touche au paiement ou à l'utilisation de la valeur qu'ils possèdent sur Internet. Faut être honnête, la plupart des gens s'en foutent, et c'est une idée qui s'entend. Mais avec tout ce qui commence à arriver niveau régulation, il va falloir au moins être conscient de ce qu'il se passe pour savoir dans quel camp on pourra se ranger. On voit émerger un petit peu deux camps, il y a ceux qui veulent garder leur anonymat à tout prix, ce qui peut parfois être extrêmement contraignant, et ceux qui sont prêts à se plier aux règles des géants du secteur quand ils débarqueront pour pouvoir naviguer plus facilement, quitte à donner beaucoup trop d'informations. Et ils débarqueront, c'est sûr. Les contrôles d'identité, les KYC, etc. vont malheureusement devenir des standards, et si tu possèdes des cryptos, il faudra jouer le jeu et tout déclarer. Alors, il y en a qui prennent les devants,
qui utilisent des systèmes pour éviter d'être tracés, c'est une façon de se préparer à la tempête avant qu'elle arrive. C'est ce qu'on appelle des réseaux de paiement anonymes comme Zcash, Dash, Rose, Secret, et bien sûr, le plus gros d'entre eux, Monero. Monero a un taux de hachage qui est bien inférieur à Bitcoin, mais la courbe de croissance de ce taux est en hausse constante depuis 2014. Monero, c'est un petit peu le cash alternatif de demain. C'est la crypto la plus utilisée sur certains marchés, parce que ceux qui veulent rester discrets vont utiliser les outils les plus performants, et donc utilisent Monero. Et il y a aussi beaucoup de plateformes de smart contracts privés qui commencent à émerger, comme Aleph Zero, Dero, etc. C'est un sujet très intéressant, l'anonymat, la privacy, etc., qu'on pourrait débattre pendant bien longtemps. Les Perpetual Straining DEX. Un mot assez barbare pour désigner des plateformes qui offrent les mêmes services que les exchanges centralisés, c'est-à-dire le panel d'outils de trading, spot, levier, etc., avec le même niveau de liquidité, mais on rajoute à ça un truc en plus que les traders crypto aiment beaucoup en général, c'est ce qu'on appelle la self-custody. En gros, quand tu laisses tes clés privées sur une plateforme d'échange, tu confies la gestion de tes fonds à cette plateforme en échange de la facilité d'utilisation qu'elle t'offre. Sauf que les Perpetual Trading DEX, c'est super chiant à dire, font beaucoup parler d'elles parce que justement, elles contournent ce problème. Les traders ont les mêmes accès, mais ils peuvent conserver la souveraineté de leurs fonds. Bon, on va pas rentrer dans le fonctionnement technique de ces plateformes, mais grâce à la blockchain, la propriété des fonds reste dans les mains du trader. Et ces plateformes sont en train de gagner énormément en popularité. Vous avez sûrement entendu parler de GMX, Vela ou GNS. Et par rapport à d'autres projets DeFi, on est sur des plateformes qui proposent des rendements réels, les bénéfices viennent des frais qui sont générés ou de sources de revenus existantes qui ne sont pas boostées artificiellement. Pas d'inflation de tokens de gouvernance, pas d'Uniswap qui se retrouve avec 4% de la totalité des tokens détenus par un seul acteur. Ces plateformes sont en train de gagner du terrain et attirent de plus en plus d'attention. C'est un sujet à suivre très clairement. Le 12 avril 2023 à 6h27, la fameuse Shanghai Update a été délivrée sur le réseau Ethereum. La mise à jour Shanghai, c'est tout simplement le fait de pouvoir permettre à ceux qui ont des Ethers en stacking de pouvoir les retirer comme ils le veulent sans aucun délai. Mais aussi à ceux qui stackaient depuis décembre 2020 de pouvoir récupérer leur capital. Depuis décembre 2020, les personnes qui le voulaient pouvaient aider à sécuriser la Beacon Chain d'Ethereum avant son passage en Proof of Stake, en mettant des Ethers en stacking. On touchait un rendement, mais par contre c'était impossible de retirer les Ethereum avant la mise à jour Shanghai. Cette mise à jour, elle permet aussi de renforcer la sécurité du réseau Ethereum en donnant plus de pouvoir de décision aux délégateurs, qui peuvent maintenant se déplacer librement et choisir qui leur offre le meilleur service. C'est un petit peu comme si tu pouvais choisir ta banque en fonction des services qu'elle t'offre, plutôt que de rester bloqué avec la même. On peut prendre ça de BNP Paribas, prendre ça de Crédit Agricole, etc. Vous avez compris. Et ben, c'est fait et c'est fonctionnel. Au total, il y a environ 16% des Ethereum qui sont en stacking, contre 14% avant la mise à jour, donc 2 petits pourcents de plus en un mois, ce qui est quand même plutôt cool. Mais 16% c'est faible par rapport aux autres. Et l'une des raisons qui peut justifier ça, c'est justement le fait qu'il était impossible avant de retirer ces tokens une fois qu'on les avait stackés. Quand tu mettais tes tokens en stacking, ils étaient bloqués, tu ne pouvais pas les utiliser. Mais ça va changer grâce à ce qu'on appelle les LSD ou Liquid Staking Derivative. Le but des LSD et du Liquid Staking, c'est de rendre le stacking plus accessible même pour les petits portefeuilles et sans besoin d'avoir des connaissances techniques particulières. Et surtout, ils permettent de garder la liquidité de leur capital. Quand tu mises des Ethereum sur une plateforme LSD, tu reçois en échange un token liquide qui est une représentation des tokens que tu as en stacking, comme le Frax Ether de Frax ou le ST Ether de Lido. Et ce token, même si vos Ethereum sont bien stackés, donc vous avez vos Ethereum qui travaillent et vous allez pouvoir récupérer les rendements, ils peuvent être utilisés sur la DeFi et ils valent, en théorie, toujours un Ether. Il y a bien sûr toujours des risques, comme les hacks de smart contracts, mais la demande pour ces services continue clairement de grandir. Il suffit de regarder l'augmentation de la TVL de ces protocoles depuis 2023 pour s'en rendre compte. Si on regarde la liste des protocoles avec le plus de TVL sur Ethereum, on a 5 diaps de LSD dans les 15 protocoles avec le plus de TVL, ce qui représente quand même plus de 14 milliards. Sur les 16% d'Ethereum stackés, un peu plus de 40% viennent des liquid staking dérivatives malgré leur jeune âge. Si on revient sur l'après-Shanghai, depuis le 26 avril, c'est officiel, il y a plus d'Ethereum qui sont dans la file d'attente pour être déposés
que retirer. Et le nombre de validateurs n'a fait qu'augmenter depuis. Le réseau continue donc de gagner du capital qui le sécurise grâce à ça. Évidemment, on peut aussi se demander si ces nouveaux validateurs sont réellement nouveaux, ou si ce ne sont simplement que des gros joueurs qui stackent un petit peu plus pour capter une plus grande partie de la production des blocs. Dans tous les cas, les LSD ont une utilité incroyable, puisqu'ils permettent de donner de la liquidité à de la valeur qui est normalement stockée dans des protocoles de stacking. Voilà pourquoi les LSD sont des protocoles à surveiller si la dominance d'Ethereum continue son chemin dans les années à venir. Dans une équipe de foot, les joueurs ont des postes. Ils sont défenseurs, ils sont milieu, attaquant droit, attaquant gauche, etc. Ils sont pas un peu tout. Du coup, pourquoi c'est pas le cas dans la création des blockchains? Pourquoi les devs devraient créer toutes les pièces alors qu'il suffirait qu'on ait un groupe pour telle couche, un groupe pour une autre, etc. C'est le principe de la modularité des blockchains. Actuellement, on dit que les blockchains sont monolithiques. Dans le monde de la blockchain, une architecture monolithique, ça signifie que toutes les fonctions, donc le traitement des transactions, la validation des blocs, le stockage des données, tout ça, sont regroupées au même endroit. C'est comme un couteau suisse où tout est attaché ensemble. Sauf que le problème, c'est que plus la blockchain grandit, plus ça devient compliqué parce qu'il va falloir tout gérer en même temps. On va donc essayer de diviser les couches d'exécution, de données, etc. pour les traiter indépendamment les unes des autres. On va isoler toutes les tâches. Donc on va avoir de plus en plus de projets qui vont émerger, qui vont devenir des fournisseurs pour les développeurs, non pas des fournisseurs d'infrastructures blockchain, mais d'une seule partie de la blockchain. Dans tous ces narratifs-là, il y a plusieurs projets qui sortent du lot qui sont à surveiller. On a Celestia, Engine, Polygon, Starknet, Aztec, ZK Sync, Fuel Labs, les optimistiques qui ont encore leur place avant que les ZK explosent. Tous ces projets sortent un petit peu du lot et participent à l'émergence de ce nouveau secteur qui est la modularité. On va, je pense, assister à un énorme changement de paradigme dans la construction architecturale des blockchains et du réseau Ethereum. Alors, préparez-vous. En ce moment, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus et c'est effectivement un narratif un petit peu dormant qui a démarré majoritairement avec la tokenisation de l'or, les Paxos, etc. La tokenisation, c'est juste le procédé qui transforme des droits sur un actif réel en un token numérique sur un registre distribué. En gros, je prends un actif qui existe, du soja, du blé, de l'or, le dollar, tout ce que vous voulez, et je crée sa représentation sur la blockchain. On peut tokeniser tout ce qu'on veut, que ça soit des actions, des monnaies, des métaux, tout ce que vous voulez. Le point fort, c'est que ces titres de propriété sont inscrits de manière immuable sur le registre commun et public du réseau sur lequel le bien a été tokenisé. Peu importe l'actif réel tokenisé que quelqu'un possède, il ne possède pas l'objet ou le bien en physique, il va juste détenir le token numérique qui représente son titre de propriété. Du coup, quel intérêt en soi? Quel intérêt d'avoir une représentation du soja, par exemple, sur la blockchain? Eh ben, ça dépend de l'industrie, mais en soi, il y en a plein. Dans certains marchés, ça va permettre de pouvoir faire du trading en dehors des horaires d'ouverture. Parce que forcément, sur les marchés traditionnels, ça ouvre de telle heure à telle heure et on ne peut pas trader au-delà de ça. Sur la blockchain, avec une version tokenisée de l'actif, on peut trader 24 heures sur 24. On a aussi des intérêts alternatifs. Par exemple, il y a un grand marché économique des bouteilles de vin. Sauf que, quand j'achète une bouteille, le déplacement, il est très dangereux. Il y a des risques, c'est mauvais pour le vin, etc. Imaginez que j'achète juste le NFT, ou le token qui représente cette bouteille sur la blockchain. J'en suis le propriétaire, mais je n'ai pas besoin de bouger la blockchain. J'ai juste besoin de transférer la version tokenisée de ma bouteille au nouveau propriétaire. C'est 1000 fois plus simple. Ça marche aussi avec l'immobilier. J'aimerais beaucoup investir dans cet énorme immeuble. Mais problème, je suis pauvre. J'ai pas assez d'argent pour l'acheter entièrement, c'est compliqué, c'est le bear market. C'est quoi mes options? Faire un prêt à la banque, m'endetter sur 20 ans? C'est un choix, pourquoi pas. Mais la tokenisation pourrait justement abaisser drastiquement cette barrière à l'entrée. Il nous suffirait de tokeniser un immeuble, c'est-à-dire de diviser la propriété de cet immeuble en parties plus petites pour abaisser les barrières à l'entrée des investisseurs. La beauté de tout ça, c'est qu'on peut découper des actifs de grande valeur comme des immeubles ou des œuvres d'art, des actions d'entreprise, des matières premières, des métaux précieux et plein d'autres encore à venir en petits morceaux beaucoup plus abordables. Dans le cas de l'immeuble, je pourrais par exemple acheter quelques parts de cet immeuble et bénéficier des mêmes avantages, sans avoir à posséder l'entièreté du bien. Bon, évidemment, ça passe par des entreprises pour le moment, parce que légalement, c'est un vrai défi pour réguler ça proprement. C'est du jamais vu, c'est un peu un ovni économique, mais c'est largement faisable, et c'est exactement, par exemple, le principe de Realty. J'avais déjà fait une vidéo dessus pour ceux qui s'en souviennent. Ils achètent des immeubles ou des maisons, les tokenisent, et offrent des rendements aux détenteurs de tokens par rapport aux loyers qui sont payés sur ces maisons. Ça marche très bien, c'est fluide, ça génère de la valeur, et les maisons mettent quelques secondes à se vendre à chaque fois.
quoi. Mais la tokenisation, ça va bien plus loin que ça. Au-delà de rendre les investissements plus abordables, ça pourrait aussi les rendre beaucoup plus liquides. L'immobilier, c'est clairement l'exemple parfait pour ça. Si on abaisse les barrières à l'entrée et qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans un bien complet, le marché devient automatiquement plus liquide et plus abordable, et ça peut attirer beaucoup plus d'investisseurs. La traçabilité et la transparence pourraient aussi clairement aider à clarifier certains marchés un petit peu louches, comme par exemple les Blood Diamonds, ces diamants qui sont issus de l'exploitation de certains peuples, pour ne citer qu'eux. On pourrait savoir d'où ils proviennent et refuser leur commercialisation parce qu'on a eu une trace de leur origine grâce à la transparence de la blockchain. Les Real World Assets, c'est un narratif qui est absolument énorme et qui va atteindre des milliards de dollars de valeur dans quelques années. Mais vu qu'il y a beaucoup moins de spéculation que sur certains autres, on en entend forcément moins parler. La grosse barrière pour l'instant, c'est le flou juridique qui règne autour de ça, qui je pense va prendre beaucoup de temps avant de se fixer. La tokenisation est dans le radar de plusieurs grands groupes comme BlackRock, Newmont, qui est une des plus grosses sociétés de minage d'or au monde, ou encore la Bank of America, et c'est pas pour rien si vous voulez mon avis. J'ai fait un rapport complet sur les Real World Assets et les projets que je trouve les plus intéressants dans ce secteur sur le site Crypto Recherche sur lequel je fais régulièrement des rapports. Si vous voulez aller voir, je vous mets un petit lien affilié en description. Bon, là, je pense que je vous ai donné pas mal de travail. Vous avez une petite liste non exhaustive des secteurs et des narratifs sur lesquels je suis bullish pour les prochaines années. Comme les blockchain providers d'infrastructures as a service, comme Anchor, Flux, etc. Le narratif de l'IA, évidemment, une fois que la hype sera passée et que les faux projets seront ruinés. Le marché de l'espace de blocs et de l'AMEV, etc. Enfin, il y en a plein. Mais je pense que vous avez quand même déjà pas mal de choses à voir. On peut quand même se dire que même si on est en bear market, on sent que l'industrie est en ébullition en ce moment. Tout se construit de partout, et 2023-2024 vont vraiment être des années charnières pour le monde de la blockchain et pour les crypto-monnaies. Vous l'avez vu que j'ai pas énormément parlé de projets à l'intérieur de chaque narratif, mais si je vois que la vidéo vous plaît, on fera sûrement une partie 2 avec les meilleurs projets à l'intérieur de chaque narratif, donc n'hésitez pas à aimer et à commenter pour montrer que vous avez kiffé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, s'il y a des narratifs que j'ai oubliés, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. C'était Iril, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao.